Bonsoir, bienvenue à notre vernissage de ce soir. Vous voyez des tableaux vraiment d'une taille imposante. Je pense qu'on n'a jamais eu une exposition de cette taille-là, de tableaux qui vraiment prennent toute la largeur de ces panneaux, qui du coup on a même élargi, on a agrandi pour cette exposition, pour l'accueillir. Sont des tableaux, moi je trouve magnifiques, de notre artiste qui est l'invité d'honneur de ce soir, Gert Wiener. Et je pense aussi, on peut peut-être même l'applaudir parce que c'est son 83e anniversaire ce soir. Alors, on a mis ensemble... Nous avons fait de façon à ce que ce vernissage tombe bien jour pour jour avec votre anniversaire. Et c'est pour nous vraiment une occasion bienvenue d'ouvrir cette exposition ce jour-là. D'ailleurs, un jour, on peut aussi dire un jour après j'ai regardé, le 70e anniversaire de l'existence de la RDA. Parce que la RDA, je ne sais pas si vous avez des dates en tête, mais la RDA a été créée un 7 octobre 1949. Alors ça aurait fait hier même 70 ans. On a parlé des 70 ans de la Constitution de cette année, mais il y a aussi les 70 ans d'un État qui a disparu. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on devrait, je pense, mentionner dans ce contexte. Alors, cette exposition a choisi comme thème, et ça c'est bien visible, et je pense que c'est évident, d'abord la porte du Brandebourg, en plusieurs perspectives, et aussi le bâtiment du Reichstag, avec sa coupole, et je pense même avec sans coupole au début. Je dois encore voir, je pense, parce que pour peut-être donner tout de suite peut-être la parole à Gert Wiener pour nous expliquer cette exposition, il y a cette partie et la partie derrière qui sont des anciens tableaux, disons des tableaux qui ont été créés en 1987. Et ce côté-là, cette partie, sont des tableaux qui ont été créés après la chute du mur. La chute du mur dont on fête le 30e anniversaire dans quelques jours, comme vous savez. Peut-être quand même, avant de donner la parole à Gert Wiener, il faudrait le présenter. Et je pense que je donne pour cette occasion la parole à son ami de toujours, depuis toujours, Rainer Mortmüller, qui lui-même est peintre, qui est professeur des Beaux-Arts, et ancien résident, il faut mentionner ça aussi. Et c'est aussi à Rainer Mortmüller que je dois vraiment dire un grand merci, parce que c'est Rainer Mortmüller qui a fait en sorte que cette exposition a pu être transportée ici à Paris. Mais je pense que, Rainer, vous pourriez peut-être présenter avec vos mots, beaucoup mieux que moi, notre artiste de ce soir, Gert Wiener, que vous connaissez depuis très très longtemps. Merci. Jetzt ist die Frage, ob wir auf Deutsch weitermachen oder non. Le public, c'est plus Très bien. francophone Ok. ou germanophone, ça? Pas de problème. On peut bien parler aussi en français. Alors, Gert Wiener et moi, on se connaît depuis 61. C'était l'année où je suis allé à Berlin pour faire des études des beaux-arts, dans la même académie, chez les mêmes professeurs, et nous avons aussi les mêmes origines, parce qu'on était à Braunschweig, à l'école, au lycée, où mon père nous a enseigné, au lycée en beaux-arts. Et ça, c'était très important. Et je vais demander Gert maintenant d'expliquer un peu, parce que de parler de son père, c'est un peu difficile.
Genau, zunächst einmal möchte ich Ihnen, Frau Dr. Deussen, ganz herzlich danken, dass wir hier heute für mich ein Geburtstag mit der Kunst feiern. Das ist noch die einzige Möglichkeit, wie man eigentlich in diesem Alter fortgeschritten eigentlich noch den Rückblick wagen darf. Und die Kunst ist natürlich ein Teil, das uns beide ja sehr lange verbindet, Rainer und mich. Und das ist etwas, was uns über viele, viele Jahre auch tatsächlich miteinander in Verbindung hält. Es ist ein langer Weg. Wir gehen mit unseren künstlerischen Positionen ganz unterschiedliche Strömungen und Werke, aber wir haben einen Ursprung, eine Basis, die wir mitbekommen haben. Die hat sehr stark auch natürlich mit Gottlieb Mortmüller, seinem Vater, zu tun, der uns beide eigentlich auf die Spur gebracht hat. Und er hat eine ganze Reihe von Künstlern auf die Spur in die Kunst gebracht. Und aus unserer Klasse allein waren wir 2. Und zu seinen Besonderheiten war, dass er Kunst ja auch vermittelte, nicht nur im Unterricht mit der eigenen Kreativität, sondern dass wir sehr stark auch kunstpädagogisch eingebunden waren in die Geschichte. Und diese Geschichte führte uns letztendlich auch mehrfach nach Paris. Ich war mit ihm 2-mal in Paris und habe wunderbare Ausstellungen gesehen von Delacroix und Delaunay, und beide haben mich beschäftigt und beschäftigen mich heute noch. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier in diesem Haus ausstelle, aber diese Größe der Arbeiten, das war ja nochmal eine Herausforderung, aber es war auch für mich eine Herausforderung, diese Arbeiten gerade jetzt hier in Paris zu zeigen, um diese deutsch-französische Position auch nochmal darzustellen und auch mit dieser Stadt zu verbinden, die für mich so viel bedeutet hat. Madame Deussen, tout d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement de m'avoir invitée parce que c'est un magnifique cadeau d'anniversaire que de joindre cette journée particulière et l'art. Et je pense qu'à mon âge, c'est la seule possibilité d'oser ce regard en arrière, dans le passé. Et puis l'art, c'est ce qui nous a réunis depuis toujours, Rainer et moi, depuis très longtemps, et c'est ce lien qui nous tient ensemble. C'est un long chemin que nous avons fait ensemble. Nous travaillons de façon différente, nous avons des tendances artistiques différentes, mais n'empêche que nous avons la même base, parce que son père, Gottlieb Mortmüller, a été notre professeur de beaux-arts à tous les deux, et il nous a mis sur les rails, si j'ose dire. Et nous ne sommes pas les seuls, il a mis beaucoup d'autres artistes sur les rails. Rien que dans notre classe d'école, il y en a 2 autres qui ont fait ensuite leur vie en tant qu'artistes. Et la particularité du papa de M. Mortmüller, c'était justement qu'il ne se contentait pas de nous apprendre les beaux-arts à l'école, mais de par sa propre créativité, mais qu'il y liait également des éléments d'histoire de l'art. Et ainsi, il nous a amenés à Paris. Je suis venue 2 fois à Paris avec mon professeur, Mortmüller, et nous avons vu des expositions magnifiques, et c'est surtout Delacroix et Delaunay qui m'ont beaucoup impressionnée à l'époque et qui m'intéressent et m'accompagnent encore aujourd'hui. Je ne suis pas pour la première fois ici chez vous, Madame Deussen, dans cette maison. J'avais déjà une autre exposition, mais la taille de mes tableaux, comme vous l'avez dit à juste titre, est nettement supérieure. Et c'est un défi pour vous, comme c'était un défi pour moi. Mais je voulais quand même montrer cette position franco-allemande, ce lien franco-allemand dans cette ville que j'aime tant. Et pour revenir au sujet de l'exposition, la porte de Brandebourg
Et il faut savoir que la ville et les maisons jouaient un rôle très important pour Gerd Wiener et la situation que nous avons vécue quand nous sommes arrivés à Berlin. Et je crois que Gerd peut très bien décrire la situation parce que c'était pas loin de la fin de l'année, de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Die erste Erfahrung mit dem Thema der Stadt außerhalb der Kunst war natürlich die Zerstörung der Heimatstadt Braunschweig im Zweiten Weltkrieg durch die Bomben, die eigentlich den gesamten Stadtkern der Braunschweig zerstört haben. Und das habe ich als Achtjähriger aus der Distanz nur erfahren können. Aber dieser Gang dann nachher durch die zerstörte Stadt, um meine Familie zu suchen, die ausgebombt war und die bei Freunden untergekommen war, das war eine Erfahrung, die letztendlich meine ganze Situation der urbanen Strukturen, also der Auseinandersetzung mit der Stadt bewirkt haben. Als ich nach Berlin kam, was Rainer gerade ansprach, war es die Situation, dass noch ein zweites Mal die kriegerische Zerstörung dieser Stadt, die ja nicht nur von Bomben, sondern auch durch die Straßenkämpfe doch sehr zerstört war, 1956 noch sehr viel mehr zerstört als die westlichen Städte, denn nach der Blockade war es, zumindest waren viele Menschen noch in einer vorsichtigen Situation, wie lange diese Stadt überhaupt noch hier mitten in dem Ostblock-Imperium überleben könnte. Also das war eine Herausforderung, die mich dann noch einmal mit der Kindheit verbunden hat und die letztendlich meinen Weg zu den urbanen Strukturen, zu den Strukturen der Stadt von Plato bis in die Gegenwart nach New York geführt hat. Donc le sujet de la ville et les structures urbaines, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et accompagnée. Ça a commencé avec la destruction de ma ville natale, Brunswick, qui a été bombardée et détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le centre était en ruine et j'ai assisté à tout cela quand j'avais 8 ans à l'époque. Et puis après, j'ai traversé la ville, j'ai vu tout ça en cherchant ma famille qui avait trouvé refuge chez des amis. Donc c'est une expérience qui m'a vraiment marquée et c'est ce qui a aussi suscité mon intérêt pour les structures urbaines, comme je viens de le dire. Et ensuite, comme Gottlieb vient de le dire, quand nous sommes allés à Rainer vient de le dire, quand nous sommes allés à Berlin, c'était une ville qui portait encore beaucoup plus les marques de la guerre que les villes à l'ouest que je connaissais, parce que Berlin n'avait pas seulement été bombardée, il y avait aussi eu des grandes luttes dans les rues, il y avait énormément de destruction et en 1956, ces traces étaient encore extrêmement présentes. Et puis après, il y avait le blocus pour ne pas pouvoir réapprovisionner la ville, le blocus par les soviétiques. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient combien de temps cette ville allait pouvoir tenir le coup, encerclée ainsi par l'Union soviétique de l'époque. Donc ce sont des défis qui m'ont rappelé aussi mes expériences de l'enfance et c'est ce qui a éveillé ma curiosité pour la ville, pour commencer par Platon et pour aller jusqu'à New York. Sie haben damals im westlichen Teil gewohnt oder im östlichen Teil in Berlin? Natürlich im westlichen Teil. Ich glaube, meine Eltern hätten das nicht gern gesehen, wenn ich im Osten gewohnt hätte, zumal es damals noch möglich war, zwischen den beiden Teilen hin und her zu gehen. Aber das war natürlich auch 1961, nahezu am Ende meiner Studienzeit, war das natürlich nicht mehr möglich, denn da war nun nach vielen Drohungen die Mauer errichtet worden und das war ja nun mal die Trennung, denn Berlin war eine viergeteilte Stadt. In einem französischen Sektor, einem
englischen, britischen Sektor, einem amerikanischen Sektor und einem französischen Sektor. Das waren die 4 Teile des Westens, die Westberlin gründeten. Und dann gab es den Ostberliner Teil, der unter russischer Hoheit war. Das war schon da, 1961 dann, auch vorher schon, eine sehr dramatische Situation. Und die Passion der Stadt fing dann auch noch einmal an, eine neue Dimension zu bekommen, allein durch die Repressalien, die Berlin ständig erfahren musste. Es war wirklich eine Inselsituation und die Bedrohung des Ostens war permanent. Madame Deussen demande si Monsieur Wiener habitait à l'est ou à l'ouest. Et la réponse est à l'ouest, évidemment, parce que mes parents n'auraient certainement pas apprécié que j'aille habiter à l'est, même si à l'époque, on pouvait encore passer d'une partie de la ville à l'autre, ce qui était fini en 1961 avec la construction du mur. Et ça, c'était vers la fin de mes études. Berlin était une ville écartelée, dépecée en 4 morceaux. Il y avait les 3 secteurs occidentaux, occupés par les Français, les Britanniques et les Américains, et puis la partie est occupée par les Soviets. Donc c'était une situation très dramatique et la ville a littéralement vécu une passion dans le sens religieux, de dimensions nouvelles, des répressions, des menaces qui étaient en permanence présentes du côté soviétique. Donc c'était véritablement une ville qui était une île. Vielleicht kommen wir jetzt zu dem, on passe au côté artistique, disons, pour décrire un peu le sujet qu'on voit autour de ici et ton chemin artistique à Londres et la rencontre des artistes de cette sphère-là. Ja, die Situation, die wir hier jetzt in der Ausstellung haben, also darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, ist natürlich die Passion der Stadt. Die Passion der Stadt endet nicht mit dem Fall der Mauer. Denn natürlich, als ich all die Jahre meines Studiums und danach bis 1989 in der Stadt auch eine Wohnung hatte, schon als ich dann auch die Professur in München an der Akademie der Bildenden Künste hatte, war Berlin immer noch in meinem Blickpunkt und ist es bis heute geblieben. Und die Seite, die Sie hier jetzt auf dieser Seite von Ihnen aus auf der linken Seite sehen, das sind Arbeiten aus dem Jahre 1987. Das ist noch eine Überkreuzung von Elementen des Brandenburger Tores. Das war ja im Grunde als Triumphtor mal geschaffen worden, 1789, also in Auftrag begonnen zur Zeit der Französischen Revolution. Das ist auch spannend, dass das Preußentum sich in dieser Zeit mit diesem Brandenburger Tor schmückte. Und dieses Tor hat natürlich im Verlauf der Geschichte nicht nur 1848 die Deutsche Revolution, den Krieg von 70-71 erfahren und natürlich die Abdankung des Kaisers erlebt, 1918. Also darüber hinaus dann eine ganz dramatische Rolle gespielt in der Zeit des Nationalsozialismus, der ja ganz Europa terrorisiert hatte und nun auch hier mit den Mitteln dieses Triumphtores die Aufmärsche dort inszenierte. Also das alles war natürlich in meinem künstlerischen Bewusstsein, aber es ging mir nicht darum, allein Kunstgeschichte, also Geschichte zu interpretieren, sondern Geschichte mit der Gegenwart zu verbinden. Und diese Art von Passionszeichen der gekreuzigten Formen, von
von Reichstagsgebäude und dem Brandenburger Tor, wie Sie dort in dieser Überlagerung sehen, entstand 1987, 2 Jahre eigentlich vor dem Fall der Mauer, wo noch niemand, weder in Berlin noch sonst wo, nur an die Möglichkeit gedacht hätte, dass diese Mauer, die Deutschland wirklich teilte, von Norden nach Süden, dass die jemals wieder fallen würde. Das war undenkbar, nicht nur für uns, sondern für ganz Europa. Oui, donc je voudrais dire quelques mots par rapport au tableau que vous voyez ici dans l'exposition. J'ai parlé tout à l'heure de la passion de cette tragédie que devait souffrir la ville, et ce n'est pas terminé avec la chute du mur. J'ai donc habité à Berlin jusqu'en 89, j'avais un appartement à Berlin, et après la fin de mes études dans cette ville, je suis ensuite allée à l'Académie des Beaux-Arts de Munich où j'ai aussi enseigné, mais j'ai gardé cet appartement à Berlin. Berlin n'est jamais sorti de mon champ visuel. Et donc ça, ce sont des tableaux de 1987, et vous voyez là le croisement. Plus tard, j'utiliserai même le mot de crucifixion de la porte de Brandebourg avec le Reichstag. La porte de Brandebourg qui avait été construite comme une grande porte triomphale en 1789, au moment où en France il y avait la Révolution. Et c'est les Prussiens, c'est Frédéric II qui a construit cela. Cette porte de Brandebourg qui a été témoin aussi de la Révolution en Allemagne en 1848 et ensuite de la guerre 70-71. Après la Première Guerre mondiale, ensuite le fait que l'empereur Guillaume renonce à son statut et se retire. Et puis pendant l'époque des national-socialistes, eh bien, c'était le lieu des grands défilés, des grandes réunions de ces nazis qui ont terrorisé l'Europe. Mais je ne voudrais pas seulement lier l'art avec l'histoire, avec l'art, mais aussi avec le présent, avec la réalité d'aujourd'hui. Ce sont véritablement des signes, des insignes de la passion, cette crucifixion. Et j'ai fait ces tableaux en 1987, donc 2 ans avant la chute du mur, à une époque où le mur séparait donc l'Allemagne entre le nord et le sud, et où personne ne pouvait imaginer que ce bâtiment infâme allait tomber un jour. Ich sage jetzt mal auf Deutsch. Ich finde das interessant, dass Sie sagen, das wäre eine Kreuzigung des Brandenburger Tors. Ich persönlich hätte es einfach als eine Kreuzung interpretiert, aber ich finde das interessant, dass Sie den Begriff absichtlich Kreuzigung wählen. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern? Es ist die Kompositionsform zweier sich überlagender Formen, einer ansteigenden Form, die ja etwas Positives, Dynamisches, Aufsteigendes hat, und einer Form der Destruktion, des Fallens. Also damit auch die Dinglichkeit in Frage stellend. Das Tor, das nicht mehr existierte, das ja gar nicht passierbar war durch die Mauer, das war im Grunde die Barriere. Und hinter dieser Kreuzigung stehen natürlich 700 Tote, die bei dem Versuch, die DDR zu verlassen über die Ostsee oder über die Mauer durch ganz Deutschland, ja zu Tode gekommen sind. Das ist schon, insofern ist diese Form des Übereinanderlegens zu einer Kreuzform schon auch sicher so gemeint. Oui, Madame Doysendy, je trouve intéressant que vous parliez de crucifixion dans ce contexte. Pour la porte de Brandebourg, moi j'aurais plutôt pensé à un carrefour, aussi à un croisement. Et la réponse est la suivante. Eh bien oui, je parle de crucifixion parce que c'est intrinsèquement présent dans ce genre de composition. Il y a les lignes ascendantes qui sont dynamiques, qui sont positives, qui montent. Et de l'autre côté, il y a la ligne descendante, la chute, la destruction.
Et tout ceci met même en question la réalité de cette porte, parce que la porte qui n'existe pas à l'époque, on ne peut plus la traverser. Elle ne remplit plus sa fonction, donc c'est plutôt une barrière qu'un élément qui permet le passage. Et puis il ne faut pas non plus oublier qu'il y a 700 personnes qui sont mortes en cherchant de traverser cette frontière, en traverser la porte de Brandebourg ou traverser la mer Baltique et la frontière interallemande en d'autres endroits. Donc c'est véritablement une mise en croix présentée expressément comme cela. Ich finde interessant dieses Bild ganz hinten rechts und im Übrigen finde ich schade, je regrette que vous n'ayez pas la même vision sur les tableaux que nous ici. Nous sommes privilégiés parce que nous avons vraiment l'ensemble de tous les tableaux vraiment direct devant nous et c'est une impression très très forte. Au fond, à droite, je pense, c'est la porte de Brandebourg qui est libre, qui n'a plus les drapeaux rouges de l'époque de la RDA qui flottaient entre les colonnes. Est-ce que c'est un tableau qui a été fait avant ou après la chute du mur? Après. D'accord. Ok. Et puis on voit aussi, alors das ist das Bild da hinten rechts, hein, le tableau à droite au fond. Alors ça c'est vraiment l'ouverture en vrai, hein, l'ouverture de la porte du Brandebourg. Et on avait aussi déjà, quand on a parlé des tableaux, vous m'avez fait remarquer que la quadriga, je pense on dit ça aussi en français, a changé de position juste après quelques semaines après l'ouverture du mur, parce qu'avant c'était dirigé vers le sud, hein, je pense, hein, vers l'est, vers la unter den Linden, vers l'allée unter den Linden. Et vous vous souvenez peut-être qu'au moment du 31 décembre, où il y avait, 1949, où il y avait une foule qui était autour de la porte et aussi à grimper sur la porte du Brandebourg. Cette quadriga a été vraiment très très endommagée à ce point que juste après, on a dû vraiment faire une grande rénovation de toute la porte du Brandebourg, y compris de la quadriga. Et à ce moment-là, après, on a retourné la quadriga et on lui a donné l'orientation vers original, vers la Siegessäule, hein, c'est ça. Bon, ça juste pour quelques détails. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même, quand on voit les tableaux plus anciens de 87, ils sont un peu plus détaillés, plus colorés aussi, plus dans les petits motifs que là, après, où il y a vraiment les grands axes et peut-être pour moi un peu dans le style un peu constructiviste, hein, presque, je dirais, que les autres tableaux. Je me suis lancée dans une interprétation qui vous convient peut-être pas du tout. Also, die Euphorie natürlich, als die Mauer fiel, hat uns alle in Europa und nicht nur in Europa bewegt. Ich war in der Zeit gerade in New York und das war natürlich auch von den Amerikanern ein Thema, in das ich eingebunden war. Und ich hatte natürlich sofort auch die Idee, jetzt muss ich das geöffnete Tor zeigen. Und sie haben tatsächlich ein Bild, das ein Schlüsselbild ist, da drüben. Da sehen Sie nämlich, dass die Rampen, die vorher waren, die großen Tribünen, von denen auf der einen Seite Chruschtschow und Breschnew gestanden haben und in den Westen gewissermaßen geblickt haben, und auf der anderen Seite, auf der Westseite des Tores, nicht, wo Reagan dann diesen berühmten Satz gesprochen hat, Mr. Gorbatschow, open this gate.
Das waren zwei Rampen, die man dort noch in den Arbeiten sieht. Hier in diesem Bild ist tatsächlich das Tor geöffnet, aber es ist aus zwei Farbsituationen entstanden. Und insgesamt, was ein Maler ja eigentlich nicht mag, dass man eine Farbe politisch deutet. Ich bin hier bei dieser Serie, dieser beiden Berlin-Suiten, die hier gezeigt werden können, bin ich durchaus in die Versuchung geraten, auch die Farbe politisch zu deuten. Vielleicht spreche ich dann später noch einmal zu der Situation, warum dieses geöffnete Tor dann doch nicht so monumental wurde und euphorisch wurde, sondern doch eigentlich noch deutliche Veränderungen und Belastungen zeigt. Oui, cette euphorie, lorsque le mur est tombé, a gagné tout le monde, pas seulement en Europe, aussi en dehors. Moi, j'étais à New York à l'époque, et bien entendu, j'ai été interrogée par les Américains, et ils étaient tout aussi émoustillés que les Européens à l'époque. Donc, je me suis dit, il va falloir que je la montre ouverte, cette porte de Brandebourg, et vous avez tout à fait désigné une image clé là-bas, au fond, à droite, qui montre d'une part la porte de Brandebourg à gauche et puis à droite la silhouette des grands gradins des tribunes qui étaient à côté, du côté est, et d'où Khrouchtchev et Brejnev pouvaient regarder vers l'ouest et ont fait leur grand discours. Et à l'ouest, il y avait l'endroit d'où Reagan s'est adressé aux Russes en disant « Mr. Gorbachev, open this gate », ouvrez cette porte. Et puis donc il y avait ces rampes. Donc la porte est ouverte et elle est montrée dans une situation bicolore, en noir, en rouge. Et les peintres n'aiment pas normalement que l'on interprète les couleurs de façon politique. Ça ne se fait pas. Mais avec ces tableaux-là, je ne suis pas contre le fait d'admettre aussi une interprétation politique des couleurs que j'ai employées. Peut-être que je dirai encore tout à l'heure un peu plus par rapport à cette image de la porte monumentale qui n'a pas fini de souffrir, qui va encore subir des modifications. Allein Sie, Frau Dr. Deussen, Sie sprachen ja von der Quadriga, die ja mehrfach eine Drehung erfahren hat. Natürlich, zu Zeiten der DDR musste sie ins gelobte Land schauen. Ursprünglich blickte sie, also wie Sie schon sagten, auf die Straße, zur Siegessäule von 1870, 71 und die hat noch eine andere Geschichte, denn Napoleon, als er Preußen besiegt hatte, hat sie ja nach Paris gebracht. Und sie war also von Napoleon, also als Beutegut nach Paris gekommen, und es hat lange gedauert, bis sie dann wieder überhaupt zurück nach Berlin gekommen ist. Also auch da ist das wieder eine wirklich fast dramatische Situation, die sich nur mit der Quadriga beschäftigt. Sie kennen alle wahrscheinlich auch noch das Foto, das ja, wie man im Nachhinein sagte, rekonstruiert worden ist, als die russischen Soldaten zum ersten Mal die Sowjetfahne dort oben hissten und das Preußen-Signum des Kreuzes mit dem Preußen-Adler runtergeschlagen hatten. Da sieht man auch in den alten Formen noch die Version, dass doch die preußische Standarte nicht existierte. Das ist also schon allein spannend, wie sich diese Dinge auch, wie sie auch in den Bildern eine Art Genealogie darstellen, der Entwicklung und der durchaus der Mutation und Veränderung. Oui, Madame Deussen, vous avez aussi parlé du quadrige tout à l'heure qui couronne la porte de Brandebourg et qui a été tourné et retourné à plusieurs reprises. À l'époque de la RDA, évidemment, il fallait
que la victoire avec les chevaux regarde dans le pays béni vers la colonne de la victoire, la Siegessäule, qui commémore la victoire de 70-71. Et puis il faut dire aussi que Napoléon, quand il avait gagné sa guerre contre les Prussiens, avait ramené le quadrige à Paris. Et il a été à Paris pendant un certain temps avant de retourner à Berlin. Donc il y a eu vraiment des événements assez dramatiques attachés à ce quadrige. Et vous voyez aussi sur les photos, il y a une photo célèbre dont on dit qu'elle a été reconstruite qu'elle a été construite après coup, où les soldats soviétiques viennent hisser le drapeau rouge sur la porte de Brandebourg et où ils font tomber l'étendard prussien avec l'aigle. Et vous voyez là que cet étendard prussien n'y est pas. Donc c'est toute une généalogie que l'on trouve dans les images qui montrent aussi les mutations qu'ont subies les bâtiments. Peut-être un point de vue sur la technique aussi. Oui. Je pense que tu devais expliquer un peu pourquoi tu as cherché et trouvé cette manière d'exprimer, choisi la technique, ton temps à Londres, etc. Die Malerei mit Schablonen, die ich hier verwendet habe, hat zum geringen Teil fotografische Einbindungen. Das war mir eigentlich wichtig, um der Realität so nahe zu kommen wie nur irgend möglich. Das heißt also, die Vereinfachung war nicht mein Anliegen. Und Dr. Deussen hat sie gesagt, dies ist sehr viel detaillierter strukturiert in den frühen Arbeiten, weil es mir darauf ankam, auch wirklich dieses Portal des Reichstags dem deutschen Volke, das ja nur eine dramatische Situation hatte, denn Hitler hat ihn anzünden lassen. Nicht? Und die Kristallnacht war eine ganz furchtbare Folge dieser Geschichte. Das war eine Sache, die natürlich uns alle immer noch furchtbar tief erschüttert, weil sie einfach die Geschichte auch noch in die Gegenwart bringt. Das ist unvergessen. Und diese Arbeiten sind Arbeiten gegen das Vergessen und das Vergessen wollen, was wir ja auch heute mit rechten Strukturen durchaus in Deutschland wieder erfahren, dass man diese Zeit verdrängen will. Mir war es sehr wichtig, die geschichtlichen Zusammenhänge sowohl in den künstlerischen Dialog zu nehmen, als auch mit dieser Technik der Verbindung von rudimentären Strukturen der Fotografie und der Malerei zu kombinieren. Das war eine der großen Möglichkeiten, die der Siebdruck hat. Siebdruck ist, in England sagt man heute noch Silk Screen, eigentlich eine Technik, die von Künstlern mal um die Jahrhundertwende schon praktiziert wurde, einfach auf einen Keilrahmen ein Seidengewebe, ein Japan-Seidengewebe zu spannen, dann mit Schablonen das abzudecken und die Farbe dann durch die Sachen zu bringen. Das ist zu kompliziert. Ne? Nein, mir fiel das französische Wort für Schablone nicht ein. Jetzt haben wir es. Vielleicht sollte ich jetzt mal unterbrechen. Ja? Also das sind zwei Dinge, Dr. Deussen, dass wir diese detailgetreuen Geschichten und diese Reduktion des größeren Zeichens, bei der zweiten Serie ging es mir um einen anderen Aspekt, den kann ich auch später noch bringen. Bon, donc j'ai travaillé pour ces œuvres avec des pochoirs. Et il y a une sorte d'approche photographique parce que je voulais être le plus près possible de la réalité. Il faut savoir qu'au-dessus du portail du Reichstag, il est écrit « Au peuple allemand », « Dem deutschen Volk ». Ce bâtiment qui a été incendié par Hitler, et ensuite il y a eu
nuit du cristal qu'on appelle aujourd'hui la nuit des pogroms, quelque chose qui nous bouleverse encore aujourd'hui. Et donc, ces travaux sont des travaux contre l'oubli, contre le vouloir oublier, parce qu'il y a à nouveau des tendances d'extrême droite en Allemagne qui vont dans cette direction-là. Donc, je veux lier l'histoire, faire entrer l'histoire dans ce dialogue artistique et le lier à la photographie et à la peinture. Et c'est pourquoi j'ai choisi le moyen de la sérigraphie qui s'appelle silk screen en anglais. Et ça, c'est une description exacte de la procédure, parce qu'aux alentours de 1900, les artistes prenaient un cadre et mettaient un tissu de soie japonais sur ce cadre et s'en servaient ensuite avec un pochoir pour reproduire des images. Donc, à cause de cela, vous avez plus de détails là, et c'est une façon plus réduite, plus concentrée dans mes travaux à gauche, et j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure de cette deuxième série. Non. Ja, das ist, die Frage habe ich natürlich erwartet, was passiert eigentlich nach der Euphorie der Wiedervereinigung. Und es hat ja eine ganze Zeit lang gedauert, dass dieses Tor, es musste rekonstruiert werden, es war in Teilen, die Quadriga wurde wieder umgesetzt, auf den Westen hin orientiert, sie musste saniert werden, die Euphorie auch zunächst dieser großen Feier, das Tor hatte gelitten über die Zeit und wurde nun erneuert, und in einer bestimmten Distanz, als ich dann anfing, dieses Tor wirklich ohne Barrieren, ohne Mauer, sondern im Durchgang selber zu erfahren und auch zu dokumentieren, hatte sich die Situation in Deutschland wieder deutlich verändert. Es war diese sehr positive zivile Revolution, die ja uns alle fasziniert bis heute und die für uns, also in Berlin, schon gar nicht zunächst einmal denkbar war natürlich eine große europäische Dramatik, die zunächst einmal eine ganz andere politische Situation auch für Deutschland bedeutete. Und nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt. Ich selber spürte aber dann sehr deutlich in Berlin und nicht nur in Berlin, dass die Spiritualität der Öffnung und die sich anschließende Form der materiellen Sicht auf den Westen, der natürlich in den Errungenschaften so defizitär vom Osten erfahren wurde, dass diese Situation fast eigentlich wieder etwas zurückbrachte von diesen alten Gegensätzen zwischen Ost und West, die wir auch heute noch haben. Also wenn wir das politisch sehen, ist die Wiedervereinigung zwar ein politischer Akt, aber in den Köpfen ist sie längst nicht durchstrukturiert und wirklich angekommen. Und das hat mich natürlich sehr stark beschäftigt. Und ohne dass ich es eigentlich in meinem künstlerischen Plan hatte, habe ich dann diese diagonalen und stürzenden Linien einfach notwendigerweise weiter interpretiert. Ich habe eigentlich gesagt, es kann eigentlich all das, was geschehen ist, nicht mit einer Euphorie vergessen sein. Und diese zweite und letzte Arbeit über Berlin ist eigentlich dann auch nochmal ein Passionszyklus der Stadt geworden. Zwar mit dem geöffneten Tor, nicht mehr mit dem Brandenburger, nicht mehr mit dem Reichstag überkreuzt, sondern nur noch das Tor in sich, aber mit verschiedenen Ansichten auf Und dieser da meinen Seite. Sie auf diese Bilder. Mhm. Oui, évidemment, j'attendais cette question de savoir qu'est-ce qui allait se passer du point de vue artistique dans ma tête après l'unification de l'Allemagne.
eh bien, il fallait reconstruire, assainir, rénover la porte de Brandebourg et aussi le quadrige. Et tout ceci avait beaucoup souffert par le temps et puis aussi par l'euphorie, comme Madame Deussen vient de le décrire. Alors, j'ai commencé à voir cette ville sans le mur et vivre dans cette ville sans le mur, et j'ai vu changer la situation en Allemagne. Au début, il y avait donc cette révolution paisible, très, très civique, qui avait été inimaginable pour tout le monde et en premier lieu pour les Berlinois, et qui avait provoqué une situation très dramatique en Europe, qui changeait profondément la situation politique en Allemagne et en Europe. Mais j'ai rapidement senti que cet aspect spirituel de ces modifications, de ce tournant, se perdait, n'était pas suffisamment considéré, et que les aspects matériels du changement, aussi par rapport aux acquis matériels qui étaient maintenant accessibles à cette situation de manque, à cette société de manque qu'avait été la RDA, changeaient les choses rapidement de telle sorte à ce qu'il y avait à nouveau une confrontation entre l'Est et l'Ouest. Et donc l'unification était certes un acte politique, mais il n'était pas vraiment arrivé dans la tête des gens. Et c'est pourquoi il fallait que je m'en occupe et m'en préoccupe. Sur un plan artistique, donc il y a toujours ces lignes diagonales qui sont en chute libre, mais j'ai continué à travailler là-dessus parce que je me suis dit que tout ce qui s'est passé ne peut pas se terminer, s'oublier dans l'euphorie. Donc ce deuxième cycle qui poursuit l'histoire de passion de la ville de Berlin, la porte est ouverte, certes, mais il n'y a plus ce croisement ou cette crucifixion avec le Reichstag, mais il y a seulement la porte de Brandebourg, mais montrée sous des perspectives différentes. Nous avons ici 18 tableaux. Il y en a plus, il me semble. Vous en avez fait combien de tableaux de cette série? Die rechte Seite, also hier die linke von Ihnen aus gesehen, diese Arbeiten sind etwa alle, die ich noch behalten konnte. Alle anderen sind doch inzwischen, haben Sammler gefunden in Berlin, und nicht nur in Berlin. Von den Arbeiten, die jetzt hier auf dieser Seite stehen, sind auch vielleicht eine Anzahl mehr, aber es sind alles Unikate. Ich habe sie eigentlich auf Papier, auf Karton gearbeitet als Einzelarbeiten. Also es gibt keine seriellen Auflagen, es gibt ein kleines Triptychon, das hier jetzt auch aber nicht gezeigt werden konnte, das mit 12 verschiedenen Nummern auch gezeichnet wurden. Alle anderen sind wirklich Unikate, das heißt eigentlich von mir mit dem Sieb und der Malerei mit der Hand direkt entstanden und nicht reproduzierbar. Denn ich habe oft die Farben erst im Sieb gemischt. Aber zu der linken Seite möchte ich dann doch noch mal sagen, Sie sehen dort sehr viel stärker als in der rechten Seite, wo ja sehr dramatische Farben sind, dass hier sich doch sehr viel lichte Farben eingebunden haben. Das heißt also, auch diese Öffnung des Brandenburger Tores hat schon für mich auch einen ganz persönlichen Hoffnungsschimmer. Es sind auch Bilder, die nach der Dramatik der frühen ersten Serie nun deutlich auch die Perspektive einer Öffnung haben. Oui, là, sur votre côté gauche, il y a tout ce qui me reste de ce premier cycle. Il y a beaucoup de tableaux qui ont trouvé leur chemin dans des collections d'amateurs d'art berlinois et autres. Et à gauche, ce sont donc
aussi ceux qui sont encore en ma possession. Mais je voudrais souligner que ce sont tous des originaux. La sérigraphie, cela ne veut pas dire que c'est comme les graphiques. Ce sont vraiment des originaux que j'ai fait un par un, et souvent je n'ai fait mélanger les couleurs que dans la passoire. Et ce sont donc vraiment des originaux. À droite, vous avez encore des couleurs plus dramatiques, et à gauche, il y a quand même une lumière plus claire, il y a l'espoir qui pointe. Je pense que c'était peut-être un très beau mot de fin, parce qu'avec ces couleurs ensoleillées, je dirais. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ich möchte mich eigentlich nur bedanken bei Ihnen, bei Rainer Mortmüller, der ja ganz wesentlich auch dafür gesorgt hat, dass diese Ausstellung nach Paris gekommen ist. Natürlich bei meiner Familie, Marian und Martina, die mich begleiten, bei unseren Freunden und auch bei Frau Becking und Herrn Frias, der heute wahrscheinlich nicht, der hat heute frei. Aber es ist schon eine besondere Leistung, und da danke ich auch dem Haus ganz herzlich, denn meine Formate waren etwas größer als die Wände, die hier vor einem Jahr, die wir besichtigt hatten. Und da schon vor einem Jahr der Plan bestand, hier diese Berlin-Arbeiten zu der Tag der 30-jährigen Befreiung der Berlins von der Mauer so vorgesehen waren, bin ich sehr dankbar, dass sie jetzt so wunderschön hängen, und ich hoffe, dass Sie auch Spaß haben. Und Ihnen danke ich, wie ich gehört habe, Sie ist eine Kollegin, die in Düsseldorf studiert hat, und man merkt auch an Ihrer Übersetzung, ich konnte sogar das sehr gut verstehen, was Sie gesagt haben. Vielen Dank auch dafür. Es war eine große Freude, das zu hören, und Rainer und natürlich allen Ihnen, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Ich danke mich bei Ihnen. Ich danke erstmal Ihnen. Vielen, vielen Dank. Donc c'était des remerciements pour M. Mortmüller qui est à l'origine de cette exposition, évidemment pour Mme Deussen et pour ma famille, pour mon fils Marianne et pour mon épouse Martina, Mme Becking qui a fait beaucoup pour rendre cette exposition possible, et M. Frias qui n'est pas ce soir. Quand je suis venue il y a un an pour reconnaître les lieux, vous ne saviez pas que les images, les peintures allaient être aussi grandes. Donc c'était vraiment un défi que nous avons soulevé, et nous avons donc préparé ensemble la célébration du 30e anniversaire du démembrement du mur. Merci beaucoup de cette belle exposition. Un très grand merci à vous, Monsieur Wiener, à Rainer Mortmüller, et aussi à vous d'être venu. Et je pense que vous avez peut-être encore des questions. Vous pouvez les poser directement. Il y a quelqu'un qui veut directement poser une question? Monsieur, voilà, ce qui me frappe dans vos images, c'est la présence, j'ai envie de dire même insistante, de ce que vous avez nommé diagonale, mais qui, pour moi, serait plutôt une inclinaison, ce qui introduit une dynamique et ce qui m'évoque un bateau qui coule. Alors, je voulais savoir si cette impression avait une quelconque pertinence par rapport à la façon dont vous-même avez pensé la chose. Ja, das finde ich sehr spannend, weil es deckt sich mit meiner Intention, nichts Destruktives zu schaffen. Denn wenn man sich auch mit den bildnerischen Komponenten von aufsteigend, fallend, statischer Balance und das Infragestellen, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Sie sagen, es ist für Sie nicht ein Stürzen
eine stürzende Dramatik. Das war auch nicht meine Absicht. Also dieses Thema, ich sitze ja nicht über einer Stadt zu Gericht, schon gar nicht über Berlin, die ich ja selber in Passionszeiten mit mir rumtrage. Also das ist schon sehr gut, was Sie sagen, dass man diese Dinge bei allen dramatischen Geschehnissen, die natürlich in dieser Stadt passierten, ja auch immer das Hoffnungsbild mit sich rumträgt. Und da stimme ich Ihnen zu. Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, monsieur, parce que mon intention n'est jamais d'être destructif. Et dans les compositions de l'art plastique, de la peinture, il y a l'axe qui monte, l'axe qui descend, il y a toujours une question de statique dans ce contexte. Et je suis contente que vous ne voyez pas seulement la chute dramatique, mais que vous ayez une autre sensibilité que vous trouvez aussi là-dedans. Parce que ce n'était pas mon intention d'être destructif, d'être juge de Berlin. Parce que Berlin, c'est une ville que je porte en moi et cette passion qu'a subie la ville, elle est aussi la mienne. Et c'est bien que malgré le drame qu'elle a subi, il faut aussi garder l'espoir. Est-ce qu'il y a éventuellement encore une autre question? Mais sinon, non. Je voudrais vous inviter peut-être à faire une petite promenade ici. Il y a aussi là la possibilité de s'accrocher. Il ne faut pas tomber, s'il vous plaît. Mais je vous invite vraiment de venir ici pour avoir, je pense, cette vue sur les tableaux d'ici. C'est encore une autre façon d'apprécier ces tableaux. Encore une fois, un très, très grand merci à vous, Gerd-Wiener, à Rainer Mortmüller aussi, qui nous a vraiment facilité dans tous ces contacts, toute cette mise en œuvre de cette exposition.